Présentait aujourd'hui, on est avec deux étudiants de la promotion management de projet et ingénierie système de cette année. Thomas Donc, pour l'option ISS, ingénierie du soutien et des services. et Tel pour l'ingénierie des produits. Voilà, donc on va recommencer. On voulait vous expliquer pourquoi faire un master spécialisé, quels sont le programme détaillé. Mais aussi vous donner des informations pratiques, ce que cela ne fera, ainsi que répondre à toutes vos questions, ce que nous ferons tous les quatre. Alors, pourquoi faire un master spécialisé, Jean Breton? Donc, pour ceux qui n'avaient pas le son dans la première séquence, tout d'abord pour acquérir la double compétence, et quand il s'agit d'une double compétence, c'est une véritable compétence en management de projet d'une part, et en ingénierie système, pardon, d'autre part. Cette double compétence est très appréciée des industriels, puisque souvent on a des gens qui sont spécialistes de technique, mais dont les qualités managériales ne sont pas avérées, ou des gens qui sont issus d'écoles plus généralistes qui permettent d'acquérir ces qualités managériales, mais qui manquent de savoir-faire technique indispensable au grand projet. C'est aussi de valider un savoir-faire, puisque un master spécialisé, c'est justement la validation d'un savoir-faire. Obtenir un diplôme accrédité par la conférence des grandes écoles depuis 1986. Notre master spécialisé est né en 1987 et a su, au cours de toutes ces années, évoluer pour toujours répondre aux aspirations et aux attentes des industriels. Mais aussi de bénéficier d'un enseignement de haut niveau, puisque nous avons une centaine d'enseignants qui sont issus de à peu près 80 entreprises majeures dans le domaine et qui permettent à cet enseignement de garder donc sa haute qualité. Nouer des contacts privilégiés avec les entreprises dont je viens de faire un peu la liste rapide. Ces entreprises sont du domaine de l'électronique professionnelle, transport ferroviaire, aérien, de l'énergie, du nucléaire, qu'est-ce que j'ai oublié, transport terrestre aussi, la SNCF notamment par exemple. Et nous avons aussi, bien sûr, des cabinets de conseil et bureaux d'études qui sont partenaires indirects de l'école. C'est aussi donc d'accéder à tout ce réseau professionnel qui a une dimension nationale, mais aussi internationale. Alors, on va vous détailler un peu plus le programme. Alors, le programme est composé d'abord d'une partie de tronc commun qui est exercée en début et en fin de scolarité. Le tronc commun comporte 8 semaines et nous verrons plus tard chacune des spécialités 5 semaines. Donc dans ce tronc commun, on commence par les principes de conduite d'un projet au sein d'une entreprise en abordant à la fois les aspects, je dirais, management de projet classique, mais souvent ils sont enseignés par ailleurs, donc on les approfondit un peu, mais aussi le management opérationnel, c'est-à-dire souvent les élèves en sont un peu surpris. Que doit-on faire quand rien ne se passe comme ce qui était prévu? Ensuite, on attaque les principes généraux de l'ingénierie système, à la fois sur le plan du matériel et des logiciels, c'est-à-dire c'est le cœur commun aux deux spécialités de ce qui doit être connu, notamment le traitement des interfaces, c'est une des grandes problématiques. L'assurance qualité de produit, avec, on vous a mis ici une abréviation, je ne sais pas si vous en êtes familier, de fiabilité, maintenabilité, testabilité, disponibilité, sécurité, ergonomie, et plus si affinité. Donc, assurance qualité des produits qui permet de savoir comment conduire la conception, notamment, de grands systèmes qui, comme on imagine, sont des investissements très importants de centaines de millions d'euros et qui doivent conduire dans les délais impartis et aboutir aux résultats opérationnels attendus. La stratégie d'entreprise et le marketing produit sont présentés en fin de cycle, sachant que là, évidemment, il s'agit d'une ouverture pour positionner tous les travaux qui sont faits en ingénierie dans les besoins opérationnels des clients des entreprises. Et enfin, la réponse à l'appel d'offres international, qu'on appelle plus globalement les mécanismes de contractualisation, qui est le dernier module de la formation. Mais avant ces modules, vous avez la partie spécialité. La première spécialité, ingénierie des produits. Oui. Estelle. Alors, donc, dans cette spécialité, on a vu, pour commencer, donc, tout ce qui est référentiel de management et normes internationales. Ensuite, on a vu donc, la revue et la maîtrise des risques projets. Donc là, on a eu l'occasion de se mettre un peu en situation réelle et de faire des revues projets.
Après, donc, on a vu l'ingénierie des produits. Donc, c'est tout ce qui consiste à concevoir un produit et à suivre les besoins et les exigences du client donc, tout au long du cycle de produit. Et on a fini par le système et architecture orientée service. Donc, où là, on a pu voir tout ce qui est méthode agile et un peu de modélisation. Et donc, en même temps, l'autre spécialité, ingénierie du soutien et des Ingénierie, c'est ça. services, Thomas. Et des services, merci Michel. Alors, l'ingénierie soutien des services, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Tout de suite, un produit, on se le représente bien. Il faut savoir qu'un système, surtout des systèmes complexes comme les nôtres, ont des durées de vie assez longues, d'une trentaine d'années. Et le soutien consiste en fait finalement à prendre en considération la vie du produit tout au long de ces différents cycles, et notamment sur le maintien de ce système pour qu'il garantisse ses performances. Donc, au cours de ce module, nous avons pu voir donc, tous les éléments du soutien et du système de soutien, donc tout ce qui caractérise vraiment le soutien, l'ingénierie logistique. Vous avez aussi vu la quantification du soutien, tout ce qui peut être les rechanges, toutes ces choses-là. Le maintien en condition opérationnelle et les services associés, donc ce qui peut être après la vente du système, le maintien en condition chez le client. Et aussi le management du soutien et des services, dans le sens où il faut manager le soutien sur toute cette durée. Donc, notre programme de toute cette année inclut à la fois, comme vous venez de le voir, des thématiques qu'on vient d'exposer, mais un niveau de travail qui se situe aussi bien au niveau du client, puisque nous avons certains élèves qui sont des clients. Nous avons aussi un travail au niveau des maîtres d'œuvre, donc les grands industriels qui fournissent les grands systèmes aux clients. Et nous avons aussi certains élèves qui viennent de l'espace des fournisseurs de ces maîtres d'œuvre, que ce soit des fournisseurs de premier ou second rang, autant que du bureau d'études. Donc en fait, tout l'étagement de la valeur ajoutée pour obtenir le produit du client est entièrement concerné par ce type de formation. Mais si vous voulez vous y inscrire, il faut avoir aussi quelques détails pratiques. Et ça, c'est Solène qui va vous les donner. Quel est le parcours de l'admission? Alors, en effet, la promotion est environ de 35 personnes par promo chaque année, donc un parcours d'admission en 5 étapes. Il faut s'inscrire en ligne sur notre plateforme qui est le site est donc inscrit sous vos yeux, appli.supélec.fr. Ensuite, vous validez le dossier, ce qui nous permet ensuite, nous, de regarder effectivement les pièces qui sont données dans votre dossier et de vous donner en fait une convocation à un entretien d'admission avec le responsable pédagogique qui valide ou non votre dossier. Donc, en cas d'admission, on vous transmet par le service administratif le questionnaire de financement, signature du contrat de formation et le versement de la compte. Et ensuite, début des cours, fin septembre, le 26. La rentrée prochaine, le 26 septembre. Alors, pour financer sa formation, il y a plusieurs façons de faire, puisqu'il y a aussi d'ailleurs différents prix en fonction du statut. Si vous êtes jeune diplômé ou personne inscrite à Pôle emploi, le tarif, les frais de scolarité sont à hauteur de 12 250 €. Différentes façons de financer, notamment par ses fonds propres, par des emprunts par exemple, par aussi le biais de Pôle emploi. Votre conseiller d'orientation vous aidera à mettre en place une aide individuelle à la formation. À vous de voir et de vous renseigner sur Pôle emploi. Le Conseil général également peut vous délivrer des chèques de formation pour vous aider à réduire ces frais. Et également, par rapport des stages, vous permettre ces gratifications de réduire aussi le montant. Oui, tous nos stages sont rémunérés. Bien sûr. Et si vous n'êtes pas jeune diplômé ou demandeur d'emploi? Voilà, alors pour les gens qui ont un statut de salarié ou pour effectivement les entreprises, le tarif s'élève à 17 200 €. Donc, soit dans le cadre d'un plan de formation ou dans le cadre d'un CIF, donc FOGECIF, c'est-à-dire un organisme de formation qui est lié aux entreprises qui aident justement partiellement ou souvent totalement aux frais de scolarité. Et également par un contrat de professionnalisation. Donc là aussi, l'entreprise aide une partie ou intégralement la prise en charge de ces frais de scolarité.
tous ces détails, moi, je peux vous renseigner également par téléphone et par email. On donnera mes coordonnées en fin de webconférence. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, parce que certaines personnes se posent la question, c'est quel diplôme faut-il pour être candidat? Alors, classiquement, bien sûr, avoir un diplôme de niveau 1, c'est-à-dire l'équivalent d'un bac plus 5, c'est évidemment possible, mais il faut noter que c'est accessible, cette formation, à des personnes qui ont un diplôme d'équivalence bac plus 3, avec des années d'expérience. Et surtout, vous n'hésitez pas, si vous avez justement bac plus 3 ou bac plus 4, à contacter l'école Solène pour regarder en quoi votre expérience professionnelle est recevable, puisque il ne suffit pas d'avoir des années d'expérience, il faut encore qu'elle soit dans l'axe des thèmes qui sont appliqués pour la formation. Donc nous avons tout un dispositif qui permet de vous aider à apprécier, avant même de formaliser votre candidature, l'intérêt que peut avoir pour le regard de cette formation. N'hésitez pas à contacter Solène pour cela. Maintenant, je pense qu'on va avoir à répondre à toutes vos questions. Alors, la première, par exemple, à quel moment doit-on faire remplir la fiche FONGECIF? Doit-on vous la faire parvenir avant l'admission? Déjà, effectivement, il faut savoir si vous êtes admis. Donc voilà, si vous êtes admis, effectivement, à nous faire remplir la fiche FONGECIF. C'est pendant, je vous disais, une fois que vous êtes admis, on vous donne différents documents par le service administratif, par courrier, et là, ensuite, on remplit la fiche FONGECIF sans problème. Donc oui, effectivement, vous nous faites parvenir avant la rentrée, mais bien après votre admission, on a besoin de savoir si vous êtes admis ou non. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Dites-moi si vous avez besoin de plus d'éclairage. Alors, quel est le rythme de la formation? Alors, la formation est un peu originale. Donc, c'est une formation en alternance, bien sûr. En part-time? En part-time, if you want to speak English, that's better. Ok, donc la formation a un temps un peu plus concentré sur le premier trimestre. Pourquoi? Pour permettre aux élèves qui partent en stage à partir du mois de janvier d'avoir déjà acquis quand même suffisamment de compétences et de connaissances pour être opérationnels dans les entreprises. Donc les 4 premières semaines sont bloquées à l'école. Donc la formation commence par 4 semaines bloquées, donc quasiment tout le mois d'octobre. Ensuite, 2 semaines en novembre, 1 semaine en décembre. Ensuite, en janvier, il y a 2 semaines, en février 2, en mars 1 et en avril 1, si mes souvenirs sont bons. La scolarité se terminant en général à la mi-avril pour la partie institutionnelle en école. Les cours sont dispensés sur le campus de Gif-sur-Yvette, de l'école centrale Supélec. Et pendant que les gens ne sont pas en cours, si je puis dire, soit s'ils sont en contrat pro, ils travaillent dans leur entreprise, soit s'ils n'ont pas d'autres activités, ils peuvent déjà commencer à rentrer en stage à partir du mois de décembre, pratiquement, ou en tout cas de figure, chercher activement un stage, ce qui en général se passe très bien. À rappeler aussi que vous avez une thèse professionnelle qui valide votre diplôme. Vous faites effectivement vous travaillez cette problématique, hein, lors des missions professionnelles. Donc c'est important effectivement de faire effectivement votre inscription tout en cherchant en parallèle votre entreprise, soit en stage, en contrat pro. Oui. Alors, donc, savoir les pièces qui entrent dans la constitution du dossier. Peut-être rappelez-vous, Thomas, Estelle, quelles sont les pièces de mémoire? Comme pièce. D'abord, la première. Le bac, oui, la carte professionnelle. Le bac, le TOEIC, les bulletins de notes. Attestation de réussite, si on n'a pas le diplôme. Exactement. Attestation de réussite. CV, lettre de motivation. Vous avez aussi 2 recommandations à nous fournir. Adressez les mails des personnes qui vous recommandent et ils recevront automatiquement un mail type. Voilà, il y a plusieurs éléments qu'on vous donne, qu'on vous demandera sur la plateforme. Donc ça prend un petit peu de temps, donc ne tardez pas à remplir dès à présent votre dossier en ligne. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que les bulletins de notes des 3 dernières années ne s'appliquent bien évidemment qu'aux jeunes diplômés.
Que pour les gens qui ont une dizaine d'années d'expérience, ils n'ont pas besoin d'aller fouiller dans leurs archives, si toutefois ils les ont encore, pour trouver quelles étaient les notes de leur scolarité. Dans ce cas-là, c'est plus l'expérience professionnelle qui va être validée. Alors, on nous demande de reprendre juste la slide des jeunes diplômés. Je vais juste, moi, de nouveau, vous redire très rapidement, effectivement, deux tarifications, 17 200 € pour une entreprise, un salarié, ou 12 250 € pour le jeune diplômé ou une personne inscrite à Pôle emploi. Après, pour toutes les informations, je suis aussi là par téléphone ou par mail pour répondre à toutes vos questions, parce que c'est bien précis en fonction de votre cas, votre statut. Donc, on reviendra, on va plutôt passer à d'autres questions qui continuent d'arriver. Alors, je suis en dernière année d'école d'ingénieur. Je soutiens en septembre. Est-ce que je peux intégrer la prochaine rentrée? Et oui, Oui, comme nous, comme nous, ouais. qui étions jeunes diplômés et Voilà. de nouveaux étudiants au sein du master. Donc oui, il ne faut pas hésiter, ça Les se cours chevauche. commencent que fin septembre. Voilà. Donc il faut pas hésiter à s'inscrire au plus tôt. Voilà. Et d'ailleurs, si je peux me permettre une remarque, parce qu'on a un petit peu parlé du contrat de professionnalisation, mais c'est vrai que la recherche n'est pas forcément très simple, elle est faisable, mais il faut s'y prendre relativement à l'avance et ne pas hésiter à vendre son projet aux entreprises qui ne sont pas souvent sensibles ou sensibilisées à ce nouveau type de contrat. Alors nouveau, il existe depuis un certain temps, mais il ne faut pas hésiter à leur présenter avec les pièces qui sont fournies par le secrétariat, notamment sur le planning, qui les intéresse beaucoup, de les mettre en relation avec le secrétariat de la formation continue pour avoir toutes les informations dont ils ont besoin. Mais ne pas hésiter à les démarcher au plus tôt et construire éventuellement un projet ensemble. Effectivement, Thomas, comme on l'a dit tout à l'heure, en parallèle de votre inscription, il faut effectivement cibler l'entreprise qui vous convient. Effectivement, par rapport à la mission professionnelle, donc la thèse professionnelle, c'est important de bien sélectionner. C'est souvent un tremplin pour rentrer dans les entreprises après. Donc, c'est aussi la période où les entreprises, à moins que je me trompe, mais c'est une période pour les entreprises, à partir là de mars à juillet, où les offres sont publiées. Donc, effectivement, c'est important de le faire en même temps. N'est-ce pas, Jean? Mais oui, il est important de démarrer ça, surtout si vous cherchez bien évidemment un financement. Si vous êtes en financement personnel ou en financement par Pôle emploi, ce sont d'autres types de mécanismes. Mais si vous cherchez un contrat de professionnalisation, il est important de s'y prendre 4 à 5 mois avant. Parce que la connaissance effectivement administrative de ce contrat n'est pas très répandue en France, donc souvent il faut le rappeler. Les sujets doivent prendre un peu de temps de traitement à l'intérieur de chacune des entreprises, même si le formalisme est une simplicité, puisqu'il s'agit juste de remplir un formulaire CERFA d'une seule page pour y arriver. Mais il faut que les budgets soient attribués. Les mécanismes budgétaires, en plus, ont été modifiés dans pas mal d'entreprises sur ces 2 dernières années et sont plus nécessairement centralisés au niveau des ressources humaines, mais maintenant délégués dans les directions opérationnelles. Donc, ce sont autant de passages qui ne sont pas d'ailleurs rédhibitoires, loin de là, mais qui sont quand même assez nombreux dans la formalisation de l'accord de l'entreprise. C'est un engagement important pour une entreprise, puisqu'elle contribue bien sûr au financement de la scolarité et en plus rémunère les élèves concernés pendant une durée d'1 an. Et notamment pendant les périodes d'école, puisque c'est une alternance et on prend la globalité du temps et pas seulement les mois travaillés. C'est lissé sur toute l'année. Donc il y a un vrai intérêt pour eux aussi de vraiment prendre conscience du programme et des connaissances qu'on va acquérir tout au long de cette formation. Ce qui est à noter aussi, et c'est le retour que j'en ai eu encore il y a quelques semaines, c'est que les entreprises ont pris conscience quand même qu'à l'arrivée, nos élèves privilégient les entreprises qui les ont accueillis, que ce soit en titre de contrat pro, bien sûr, mais aussi au titre des stages. Et j'ai très clairement eu le cas dernièrement d'un élève qui a eu une préférence pour une entreprise qui lui proposait un peu moins de rémunération annuelle, mais qui avait cru à son projet au démarrage et qui du coup a contractualisé chez eux. Parce que bien évidemment, ceux qui accueillent nos élèves sont aussi intéressés par le fait de les conserver dans leurs effectifs. D'ailleurs, vous pouvez expliquer comment vous avez trouvé votre mission professionnelle rapidement? Alors moi, j'ai trouvé mon contrat pro après mon stage de fin d'études. En fait, j'avais déjà intégré l'entreprise avant.
Donc, c'était peut-être plus facile de poursuivre avec eux. Pour mon cas, c'est un petit peu particulier puisque j'ai fait pas mal de recherches, j'ai eu pas mal de retours, c'est aussi pour ça que je témoignais. Et finalement, au tout dernier moment, ça ne s'est pas fait. 2 semaines avant le master, et grâce à Monsieur Le Breton, on a pu rebondir. Mais on est, voilà, on est vraiment sur des situations où, bon, c'est pas la norme, je l'espère de tout mon cœur, mais ça peut arriver, et donc il faut bien se préparer à avoir toutes les possibilités ouvertes. Mais ce qu'il faut que vous reteniez aussi, c'est que même dans les cas à rebondissement, comme celui que Thomas vient d'illustrer, l'école est à vos côtés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons prononcé votre admission, ben, nous sommes là encore, bien sûr, pour vous aider à formaliser votre projet. Et c'est, comme tu disais tout de suite, grâce à Monsieur Le Breton, c'est Centrale Supélec. Non, bien sûr. C'est tout le dispositif qui est là pour faire en sorte que chacun de nos futurs élèves ait effectivement la possibilité de voir mûrir son projet. Et bien évidemment, notre réseau, nos échanges nous permettent aussi d'appuyer les démarches de nos élèves. Alors, on a une question par rapport au mémoire de fin d'année. En quoi consiste-t-il et est-il axé sur la spécialité choisie? Je peux prendre la parole. Oui, ben, plutôt oui, parce qu'en fait, c'est un mémoire, on n'est pas vraiment sur un rapport de stage, on va un petit peu joindre le mémoire à ce qu'on a fait au cours du stage, mais en ressortant la problématique de notre spécialité, qu'on construit d'ailleurs avec l'équipe qui nous encadre, l'équipe d'enseignants, et on construit cette problématique ensemble pour essayer d'apporter une vraie donc, une problématique et de répondre à cette problématique dans un mémoire. Vraiment, c'est un mémoire. Tout est dit. Voilà, il faut bien une problématique, un sujet bien défini et bien validé par l'école et l'entreprise. Mais là, ils sont timides parce qu'en fait, comme c'est moi qui vais les évaluer bientôt, ils n'osent pas trop répondre aux questions. Puis on est en plein dedans. Oui, ils sont en On est en plein dedans là exactement. actuellement. Quoi retenir? D'abord, certaines fois, on l'appelle mémoire, d'autres fois, on l'appelle thèse professionnelle pour marquer une petite différence quand même de vocabulaire entre ce qui a été fait dans les écoles d'ingénieurs et ce qui est demandé dans un master spécialisé qui est un peu plus cossu. Donc, comme Thomas vient de l'indiquer et confirmé par Estelle, c'est la problématique qui est importante. La problématique, en général, est liée à la spécialité que vous avez choisie. Mais certains élèves qui ont pris une ou autre des spécialités vont faire des travaux plus liés au management de projet global. C'est-à-dire qu'on a 3 grandes thématiques possibles, management de projet ou une des 2 spécialités. Ou le mélange. Ou le mélange, ce qui est encore mieux, de la spécialité et de la thématique projet. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez un double encadrement, à la fois chez l'industriel qui reçoit, donc soit contrat pro, soit stage, et qui donc désigne un tuteur industriel, et vous avez de l'autre côté, chaque élève en fait le choix, dans une liste que j'accrédite, des professeurs de l'école qui assurent le tutorat institutionnel, et qui donc sont là pour épauler les élèves et bien s'assurer que la thématique qu'ils ont à traiter, les problématiques abordées et la façon dont ils le font sont bien les attendus de l'école. Parce qu'une fois de plus, c'est un savoir-faire. Donc, ce qui nous importe, c'est de faire que le tuteur industriel dise ça m'a servi à quelque chose et ça va servir à l'entreprise pendant plusieurs années, pas seulement aujourd'hui. Et de l'autre côté, côté institutionnel, que nous soyons assurés que vous êtes parés aux situations de vie professionnelle qui vont être face à vous dans les 15 années qui viennent. J'en retiens pour mémoire le témoignage l'année dernière de Didier Leclerc, qui était le parrain de la promotion, et qui, quand il était interviewé, lui demandait qu'avez-vous retenu de vos études secondaires, je dirais. Bon, il a dit pas bien grand-chose. Et celle après le bac, bah, mes études d'ingénieur, certes. Et du master spécialisé que vous avez fait, il a dit ben, c'est 80% des choses que j'utilise 20 ans après au quotidien, qui sont toujours vivantes et actives. Alors je vous avoue, je ne pensais pas que c'était à ce pourcentage-là, mais je note que chacun de nos diplômés a considérablement utilisé tout ce qui a été enseigné parce qu'on s'est bien acquis du fait qu'ils savaient le pratiquer et qu'on est sur des vraies problématiques quotidiennes. Donc, on appelle ça souvent un accélérateur d'évolution professionnelle ou de carrière, mais c'est réellement un accélérateur. Et ce que je constate, moi, depuis plus de 20 ans, c'est qu'en faisant ce type de formation, on gagne sans souci au moins 6 à 10 ans
par rapport au cursus de ceux qui ne l'ont pas fait. Alors, on a quelques questions par rapport au financement. Donc, pour une personne étrangère, quels sont les frais minimums qu'on doit avoir pour intégrer le master? Alors, effectivement, il faut penser aussi au logement, aux frais annexes, mais pour les frais minimums, Jean, qu'est-ce que tu as une idée qu'est-ce Moi, qu'on j'étais pourrait... un peu distrait, je n'ai pas écouté. Pour une personne étrangère, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme Alors, une fourchette? je lis la question à travers Campus France, si Oui, je puis dire, pour exact. être très clair, parce que nous avons un dispositif donc, pour les candidats étrangers qui passent en général par Campus France, qui requiert que l'élève dispose du prix de la formation augmenté du prix du séjour, sachant que dans le séjour, c'est le logement qui est comptabilisé. Donc, les ressources dépendent des possibilités de logement ou pas sur la région parisienne. Si l'élève n'a pas de famille, d'amis qui puissent l'accueillir, ben, Campus France va lui demander de justifier du prix de la formation plus l'équivalent d'un an de loyer en région parisienne. Ce qui, même si on cherche quelque chose d'assez modeste, va quand même dans plusieurs milliers d'euros, hein, c'est clair. Si par contre il y a quelqu'un qui peut accueillir en France, ils ne vont pas être exigeants jusqu'à ces montants-là. Maintenant, ce processus dépend aussi un peu des pays dans lesquels l'implantation est faite. Moi, ce que je note à chaque fois, c'est que quand on dispose en dépôt de son dossier déjà des montants de la scolarité, je n'ai jamais vu que ça posait problème parce qu'ils savent très bien que tous nos élèves sont rémunérés pendant leur stage, donc ça compense les coûts d'hébergement, il y a un petit problème de trésorerie qui peut être réglé. En revanche, le fait de ne pas disposer de la totalité des coûts de la scolarité peut être rédhibitoire. À noter quand même que vous avez un statut étudiant, donc vous pouvez aussi avoir accès aux hébergements étudiants. Alors, 15 500 euros sur le site web ou 12 250 euros sur le slide, c'est quoi la différence? Pourtant, les deux sont pour les jeunes diplômés. La différence, c'est par rapport à la modalité. 15 500 euros, c'est pour les masters spécialisés en full-time, ce qui n'est pas le cas. On a du part-time pour le management de projet et ingénierie système. Donc, je vous invite à bien regarder notre site internet puisque la tarification est vraiment différente en fonction de la modalité. Donc, pour le MIS, pour une personne statut jeune diplômé ou personne inscrite à Pôle emploi, c'est bien 12 250 euros net. Voilà. Merci de clarifier ce point. Est-ce qu'il s'agit d'un changement de prix ou ça dépend de notre parcours? Non, ce qui a pu être constaté, par contre, c'est que compte tenu de soumission à la TVA, il y a eu une époque où il y avait une tarification qui était à 14, c'est ça? Oui. Oui, c'est peut-être ça. Il y a certains qui se sont renseignés il y a déjà plusieurs mois. Il y a eu des réponses qui ont été annoncées incluant un régime de TVA qui a dû être appliqué cette année, ce qui n'a pas été le cas. Donc, en résumé, ne vous inquiétez pas des montants que vous auriez pu constater. Ceux qui sont applicables, ce sont ceux que Solène vient d'indiquer aujourd'hui et ce sont ceux que vous trouvez actuellement sur le site internet et qui n'évolueront pas d'ici la rentrée. Alors, je suis issue d'une école de commerce, mais je n'ai pas fait de bac+5. Aurais-je des lacunes dans certaines matières? Est-ce que c'est surmontable, ces lacunes? Si on est donc issu d'une école de commerce. Les jeunes me diront leur point de vue et je l'exprimerai après. Bah, il y en a dans la promo déjà, de gens qui sortent de l'école de commerce. Et puis normalement, a priori, je n'ai pas pu y avoir, mais c'est un master, que ce soit 1 ou 2, donc bac+4 ou bac+5 pour l'école de commerce. Donc c'est sûr qu'il y a des spécificités techniques, évidemment, mais c'est surmontable de par un travail personnel ou en cours. Les informations sont
Les informations, excusez-moi. Les informations sont assez explicites et compréhensibles Oui. par la plupart, hein. Il faut juste avoir un goût pour la technique, c'est sûr. Et le management. Oui, mais quand tu sors d'une école de commerce, Donc, juste pour compléter, parce que là, on a perdu l'image, je ne sais pas où nous en sommes, mais On entend toujours pas. oui, D'accord, parfait. on n'a aucun retour, on n'a plus nos écrans. C'est pas grave. Mieux Il faut préciser que certains candidats me posent la question. Ce qui est important, c'est d'avoir le goût pour la technique quand même. Qu'on ait fait une école de commerce ou qu'on vienne d'un espace technique, euh, j'ai tous les ans, et cette année encore, comme Estelle l'indiquait, des élèves qui sont issus d'écoles de commerce et qui ont un goût pour la technique. En général, ça ne pose pas de soucis parce que nos professeurs sont quand même très dévoués et si toutefois il faut un peu compléter les choses, dans ce cas, s'il y a des choses à compléter avant la rentrée, c'est lors de l'entretien que je vous l'indique, en vous mettant en relation ou en vous fournissant des éléments qui seraient nécessaires, mais ça se passe bien. Normalement, il n'y a pas de travail colossal à faire. C'est vraiment le goût pour la technique qui est important, hein. Et alors, il n'y a pas de blacklist aussi en fonction des écoles, hein. Vraiment, l'entretien, en tout cas pour l'admission, c'est vraiment la motivation qui prime. Quel est l'intérêt pour vous d'obtenir ce master sur votre CV, sur votre projet à court moyen terme. Donc, voilà, si vous venez d'école de commerce, d'école d'ingé, vous êtes accepté, c'est réellement la motivation et le projet qui est très important. Oui, j'ai déjà reçu cette année des candidatures qui sont d'ailleurs plutôt bien engagées à mon goût, de gens qui ne viennent pas d'écoles techniques et de gens qui ne disposent pas de bac+5. À noter aussi la promotion, je vous disais 35 personnes chaque année. On a un tiers de personnes de jeunes diplômés, un tiers de personnes professionnelles entre 5, 10, 15 ans d'expérience, un tiers de personnes du ministère de la Défense. Donc une promotion très variée qui est aussi un enrichissement personnel et ça permet effectivement lors des projets, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, d'être plutôt, c'est très intéressant. Oui, complètement. On a un œil nouveau sur pas mal de choses parce que bon, on a nos idées en sortant d'école d'ingénieur, en faisant le master, en étant jeune, même avec une expérience relativement courte. Et là, on a affaire à des personnes qui ont plusieurs années d'expérience, qui ont une vision un peu différente ou plus réaliste, on va dire, ou des militaires qui ont eux aussi une vision différente de par l'organisation au sein de l'armée. Et quand on dit l'armée, on entend aussi l'armée administrative, celle qui va gérer notamment les produits ou le soutien des véhicules, etc. Donc c'est vrai qu'on a un enrichissement comme ça des différents points de vue qui est vraiment intéressant. voilà, on fait en sorte de se mixer dans nos projets de groupe pour qu'on puisse voir comment on travaille chacun. La promotion de cette année, d'ailleurs, parce que je fais des sondages tous les ans auprès des professeurs, la promotion de cette année est très appréciée parce que, à ma demande, tous les professeurs ont demandé à des travaux, ont demandé des travaux en sélectionnant des élèves qui n'avaient pas nécessairement été dans les mêmes groupes, sous-groupes, etc. C'est-à-dire qu'on a panaché. Et dans tous les cas, ça a fonctionné à 100% en instantané. Non pas qu'ils soient clonés, hein, loin de là. Ils ont tous leur caractère. Et c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est que, mis à part avoir un diplôme, c'est que vous avez aussi constitué un réseau entre vous. Vous avez tous un réseau professionnel. C'est ça aussi qui est intéressant, le réseau dans le monde professionnel. Ce point est important parce que c'est aussi pour nous l'assurance quand on prétend former des managers qui sont capables de s'intégrer dans n'importe quelle équipe, eux-mêmes d'intégrer des équipes avec des personnes différentes, s'ils ne sont pas capables au sein de la propre promotion dans laquelle ils sont formés de montrer leur talent, c'est qu'on n'a pas réussi. Donc, a priori, une des premières causes qui permet d'assurer ce talent, c'est déjà de pratiquer pendant la formation ce panachage un peu aléatoire. Parce que quand on construit des projets, quand on construit des équipes, ben, on a des personnes qui sont présentes, on n'a pas toujours le choix. Il faut s'y adapter et le talent, ça consiste à tirer le meilleur de chacun. Alors, une question intéressante, pourquoi avoir scindé le MS en deux spécialités? Pourquoi avoir scindé le MS en deux spécialités? Alors, il y a deux réponses. La première est historique et toute simple, c'est qu'il y avait deux MS à l'origine. C'est-à-dire qu'on avait deux enseignements de master spécialisés qui ont été fusionnés il y a 2 ans. Donc l'histoire est plutôt allée dans ce sens-là.
Et fusionné, pourquoi? Parce qu'il dispensait des enseignements d'ingénierie système qui étaient de plus en plus proches. La deuxième raison, au-delà de l'historique, c'est que l'ingénierie du soutien et des services a toujours été quelque chose un peu à part de l'ingénierie système, conception des produits, pendant une vingtaine d'années, parce que les logisticiens avaient un peu de mal à faire reconnaître leur métier, parce qu'il y avait plein de raisons, je dirais, politico-conjoncturelles, et que depuis les années 2000, dans le souci de rationaliser les métiers, parce que sinon on en arrivait à une pléthore où chacun avait une spécialité en question, on a souhaité rassembler toutes les énergies qui contribuent à l'ingénierie système à un niveau suffisant. Et quand on a rassemblé ces énergies, on a considéré qu'il y avait quand même deux sous-ensembles qui devaient être matérialisés. Celui qui conçoit les produits à l'origine et qui les met à jour en mi-cycle de vie, et celui qui, ou celle qui entretient, les met en service et entretient les capacités opérationnelles sur l'ensemble du cycle de vie. Alors il y a une troisième spécialité qui tendrait d'ici une dizaine d'années à nous rejoindre, je dirais, dans cette dynamique, c'est celle qu'on appelle le supply chain aujourd'hui, mais l'histoire laissera encore le temps que chacun se familiarise avec la discipline de l'autre. Alors, quand on est en un statut de salarié, est-ce qu'on a besoin d'avoir l'implication de son employeur? Jean? Ah, pour la totalité des heures, oui. Ce serait une formation plus légère. Vous pourriez prendre des congés, mais pour arriver à prendre des congés 13 semaines, c'est pas vraiment évident. Alors, c'est en cela, il y a deux grands types de situations. Soit votre employeur est partiellement ou fortement intéressé par votre démarche. Auquel cas, évidemment, son implication est d'autant plus pertinente qu'il participera au financement de cette démarche et que vous en tirerez une façon d'avoir un tremplin dans l'entreprise dans laquelle vous êtes actuellement. Mais je présume que ce n'est pas pour ça qu'on m'a posé la question. C'est l'autre cas, l'employeur n'est pas intéressé par ma démarche. C'est-à-dire, je suis un employeur actuellement et je souhaiterais, moi, changer un peu de champ professionnel. Ça fait déjà un peu de temps que je propose ça et je n'ai pas de réponse. Et dans ce cas-là, j'avoue que je crains malheureusement que ce soit plutôt des mécanismes de fongicide, des mécanismes qui soient un peu plus externes, je dirais, au management opérationnel des RH au sein de l'entreprise qui nous permettent de faire quelque chose. Alors, ceci étant, j'ai des élèves qui mettent bout à bout des périodes de congés sabbatiques, des périodes de congés payés, des financements personnels et des financements qui arrivent à faire des montages qui font qu'on peut faire toutes ces semaines. Mais j'avoue que ça nécessite quand même au moins 1 an et demi de préparation à 2 ans. Et souvent, ceux qui m'en parlent ne le mettent en œuvre que 1 à 2 années scolaires suivantes. Mais c'est possible. Alors, à noter, il y a quand même une réelle implication de votre employeur. Il y a une réelle implication de votre employeur par rapport à votre projet. Car en effet, mis à part le temps que vous êtes en formation, il y a aussi peut-être un allègement des missions durant l'année où vous êtes en formation, contrairement à un salarié qui n'a pas une formation à côté. Donc voilà, il y a un investissement personnel, professionnel et réellement une implication aussi du côté de l'employeur. Donc, on disait 35 personnes par promo. Est-ce qu'il y a un quota pour les étrangers? Oh non, mon Dieu, quelle horreur! Question. Non, mais je suis toujours surpris, mais bon, si la question est posée, c'est qu'elle doit exister, en tout cas pas chez nous. Non, non, il n'y a pas de quota. Il n'y a pas de quota de quoi que ce soit d'ailleurs, ni homme, femme, ni spécialité. Seule l'intelligence, c'est le quota 100% de gens qui sont motivés. C'est tout. Est-ce que le master management de projet et ingénierie système est-il accrédité au niveau de l'international en fait? Donc on parle de EPI, AASB, EPAS, AMBA. Est-ce que c'est reconnu au niveau Alors, l'accréditation du master spécialisé management de projet ingénierie système est au niveau de la conférence des grandes écoles. Puisque ce titre-là, c'est un copyright, c'est réservé, sachant qu'il est reconnu par d'autres dispositifs dans le monde, par l'équivalence de la conférence des grandes écoles à d'autres institutions internationales.
En tant que tel, si vous voulez, c'est un diplôme français qui a tout à fait du sens à l'étranger, au même titre que si vous avez un diplôme d'ingénieur en France, vous pouvez aussi travailler aux États-Unis ou travailler dans d'autres pays. Donc ce sont les systèmes de reconnaissance qui existent entre les différentes structures. En revanche, je n'ai pas d'accréditation sur ce master spécialisé typique, c'est-à-dire il n'y a pas de green belt ou de choses comme ça que je fasse passer dans ce dispositif. Cela répond-il à la question selon vous? Oui. Eh bien, écoutez, si ça ne répond pas à votre question, reposez-la plus Oui, on nous dit précisément. oui. On nous dit oui. Parfait. Alors, moi, j'avais une question par rapport à pour Excusez-nous, vous. on a une épidémie, là, c'est la période de l'année, on a Pardon. tous attrapé la rhinopharyngite en même temps. Une question pour nos étudiants. Qu'est-ce que vous avez retenu? Puisque finalement, l'année s'achève pour vous au niveau académique, en tout cas. C'est pas terminé, ils ont encore Non, cours il la reste, semaine il reste encore une semaine. Mais qu'est-ce qui vous a Avec des examens. retenu? Qu'est-ce qui vous a marqué? Voilà. Tu veux commencer? Puisque c'est vrai que toi, tu as fini ton projet, donc peut-être que tu pourras parler de ça, je pense. Des choses, j'en ai retenu pas mal. C'est bien. Ce qui m'a marqué, donc oui, c'est un projet de groupe qu'on a à faire donc à 6 et qui nous suit pendant quelques mois. Donc on a dû faire une étude de faisabilité sur un tunnel sous-marin. Donc voilà, ça c'était vraiment le cas pratique qui m'a marqué. Sinon, j'ai aussi beaucoup appris sur le développement personnel. Alors ça c'est peut-être à titre ouais, voilà, personnel, mais on apprend beaucoup à se connaître dans ce master et ça m'a pas mal aidé pour le management. Oui, c'est vrai. Et puis, on prend aussi connaissance, parce que bon, alors, personnellement, je viens d'une école d'ingénieur où on a abordé quelques points, notamment de management, d'économie, etc. Mais là, pour le coup, voilà, sur le développement personnel, on appréhende certains mécanismes du management de groupe. Il y a des petits modules, des petites journées supplémentaires qui sont facultatives où on peut s'inscrire, avec notamment quelqu'un, un metteur en scène qui vient intervenir pour un petit peu nous donner des informations sur nous qu'on ne connaissait pas forcément. Donc voilà, on a pas mal de modules comme ça qui sont très intéressants. Sur le contenu plus technique, notamment sur mon option ingénierie des systèmes et des soutiens, alors c'est vrai que des soutiens et des services, pardon. C'est vrai que j'avais pas forcément de connaissances avant de venir, pour être très clair. Voilà, je sais ce que c'était le développement de produits, etc. Mais pour le soutien, j'ai vraiment pris connaissance de de tout ce qui existait, de tout ce qui existe actuellement dans les grands systèmes complexes. Et c'est vrai que c'est très enrichissant en complément de ce que j'ai pu apprendre. Mis à part les cours, il me semble que vous avez des interventions, voilà, on parlait du monde, personnes du monde extérieur, c'est bien ça, Jean? Alors, oui, mais ça, ils en ont même pendant les cours. Ouais. C'est-à-dire les cours sont composés à la fois d'apports théoriques, méthodiques, si je puis dire, de témoignages aussi, parce qu'on accorde beaucoup d'importance aux réflexes et à la créativité que chacun pourra avoir face, une fois de plus, à des choses qui ne se passeraient pas comme on l'avait prévu. Parce que le travail de manager sur les grands systèmes, les systèmes complexes, c'est justement de s'adapter alors que tout n'est pas clairement maîtrisable et cadrable comme on le souhaite. Donc Estelle, comme Thomas, faisait allusion au fait aussi du développement personnel, parce qu'il nous semble très important de pouvoir proposer à chacun de nos élèves, et selon son parcours, selon sa sensibilité, selon son rythme aussi, la possibilité de bien se connaître. Parce que, à mon sens, avec le recul que j'en ai maintenant, je pense sincèrement que les bons managers sont d'abord des gens qui ont le sens de l'humour, parce que sinon on finit un peu 25, à mon avis. Et deuxièmement, sont des gens qui se connaissent et qui, ben, ma foi, s'admettent comme ils sont et n'imaginent pas être d'autres personnes phénix de plein de choses. Donc je pense que plus tôt on a conscience des points de force dont on dispose et puis des points un peu plus faibles pour lesquels on se fait accompagner, et plutôt on est à l'aise dans ces fonctions. Donc là-dessus, on essaie de permettre à chacun de nos élèves de prendre conscience de cela et de pouvoir le travailler. Et j'avoue que c'est toujours un immense plaisir pour moi de voir dans l'état dans lequel ils sont le jour où ils présentent leur thèse professionnelle par rapport
au jour où ils sont rentrés en scolarité, voire le jour où je les ai reçus la première fois en tant que candidat. Et parce que tous, quasiment tous, me disent, il s'est passé quelque chose. Et leurs managers aussi viennent souvent nous trouver pour nous redire, bah, c'est extraordinaire la différence qu'on voit d'aisance, la façon dont les gens sont stimulés. Et Alors, on a parlé de tests professionnels, on a parlé de projets, de groupes. Quelles sont les autres modalités d'évaluation? alors nous avons examen oral individuel, examen écrit individuel, examen oral en groupe, examen écrit Rendu en groupe. Évaluer des documents, notamment pour TC3, voilà, et des mini-projets qui, en général, comportent la partie rédigée et une partie présentation, plus la thèse professionnelle. Voilà. Alors, il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'on a d'autres questions qui viennent? En quoi consistent les écrits et les oraux? Quelles sont les matières? Alors là-dessus, c'est très simple parce que je suis très carré. Chaque module de formation a obligatoirement un examen, donc c'est un contrôle continu, si on peut le dire, en sachant que plusieurs modules peuvent avoir un examen commun. Donc ce sont pour les examens écrits individuels, ce sont des examens en général d'une heure à 2 heures maximum. Ils se situent avec un peu de recul, c'est-à-dire qu'ils se placent 2 à 3 semaines après l'exécution des cours. Quand on a des examens oraux, c'est à peu près le même mécanisme. Bon, évidemment, ce sont des oraux de 20 minutes, ce ne sont pas des oraux de 2 heures. Et ils se situent aussi avec un peu de recul par rapport au thème enseigné, mais ça peut être un peu plus court, c'est-à-dire c'est 15 jours après les enseignements. Quand il s'agit de mini-projets, comme Estelle et Thomas l'indiquaient, ils s'inscrivent un peu plus dans la durée parce qu'il faut déjà laisser aussi aux élèves le temps de les travailler en équipe, de se réunir et de construire ça. Donc souvent, ils sont proposés dans le cadre des modules et on laisse à nos élèves entre 1 mois et 1 mois et demi, voire 2 mois pour les travailler. Et puis pour les présentations orales, elles se situent assez souvent la semaine d'après ou 15 jours après la soumission des écrits. Ai-je répondu à toute la question? Mais il y a un examen pour chaque module de formation, c'est très clair. Les modules sont regroupés en 3 rubriques. Et il faut avoir la moyenne dans les 3 rubriques, plus évidemment la thèse professionnelle pour avoir un diplôme. Et alors, les pourcentages de réussite sont peu C'est 100. 100%. Bah oui, parce qu'à partir du moment où j'admets un élève, j'estime qu'il est notre devoir qu'il obtienne son diplôme, mais normalement on n'a pas besoin de les bousculer, ils y arrivent. La motivation permet d'aboutir au résultat. Et une question aussi, toujours de pourcentage, à peu près le Je vais pourcentage ressortir mes statistiques depuis des années. Allez-y. d'employabilité. Est-ce qu'on trouve une chance à un tremplin, un booster de carrière? Est-ce qu'on trouve facilement un poste après? Voilà. Jusqu'à maintenant, tous les élèves trouvent un poste avant la soutenance de leur thèse professionnelle. Et ça fait plus de 20 ans que ça dure. J'ai même des choses sur lesquelles il a fallu que j'intervienne cette année, qui était le fait de débaucher des élèves en cours de formation, alors qu'ils avaient déjà pris des engagements. Et il a fallu que j'intervienne, donc il y a plutôt une surexcitation. Donc il n'y a pas trop de soucis à la sortie. Normalement, même ils ont plutôt 1 à 2 propositions et il faut que je les retienne. Alors, pour clôturer le débat, Thomas, Estelle. Estelle, le dernier mot, peut-être la fin, un dernier mot. Qu'est-ce que voilà. Bah, là, vu le stade où les candidats en sont, bien construire sa démarche, pas perdre d'esprit, comme je disais, voilà, le contrat de professionnalisation pour ceux qui souhaitent vraiment avoir cette expérience, hein, qui est vraiment valorisante à la fin parce qu'on justifie d'1 an d'expérience pour un employeur. Donc, quand on est jeune diplômé, ça fait une petite différence tout de même. Donc, bien construire sa démarche et voilà, bien se structurer et pas perdre de temps. Voilà, moi je rajouterais qu'il faut avoir un projet professionnel
Il faut être motivé et avoir un goût pour la technique. C'est indéniable. Dernier mot, Jean? Je ne sais pas, suivez les Tout est dit. exemples. Hein. A priori, on a parlé de tout. Je ne vois pas de thème. Moi, un dernier mot vous donnera tous les coordonnées de moi, de Toutes moi-même. les coordonnées de toutes les- Solène. Vous avez toutes les coordonnées de Solène ici. Qui vous donnera les Mail, coordonnées téléphone de- pour avoir les différents documents. Vous trouverez la plaquette du Miss. Vous pouvez télécharger dès à présent. Également le campus Chanel. Voilà, vous avez un ensemble d'éléments sur notre site internet. C'est une excellente soirée. Merci pour ces échanges et à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.